Lorsqu'un humble paysan entra dans la salle des ventes la plus exclusive de la ville, les millionnaires éclatèrent de rire. Personne n'imaginait que cet homme simple s'apprêtait à faire l'offre la plus élevée de la soirée. Ce qui se passa ensuite laissa tout le monde en état de choc absolu. C'était une matinée tranquille dans les collines de Provence lorsque Jean ouvrit sa boîte aux lettres. Ses mains, marquées par des décennies de travail dans les champs, tremblèrent légèrement tandis qu'il saisissait une enveloppe élégante. Le papier était épais, de qualité supérieure, avec son nom écrit dans une calligraphie parfaite. Jean ne recevait jamais de courrier aussi raffiné. Il retourna vers sa petite maison en pierre, celle qu'il avait construite de ses propres mains tant d'années auparavant. Le soleil matinal illuminait les vignobles qui s'étendaient doucement sur les collines. Tout était silencieux, comme toujours. Depuis que sa femme Marie était décédée 5 ans plus tôt, ce calme était devenu son compagnon constant. Il s'assit à la table de la cuisine, la même où il avait partagé des milliers de repas avec Marie. Il ouvrit délicatement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une invitation imprimée sur du papier couleur ivoire, vente aux enchères caritatives d'Es en Provence, au profit de l'hôpital Sainte-Victoire. La date était fixée au samedi suivant. Jean relut les mots sans comprendre pourquoi lui précisément avait reçu cette invitation. Il n'était certainement pas le genre de personne à fréquenter des événements aussi mondains. Il regarda sa cuisine simple, le carrelage blanc, propre mais usé par le temps. Le vieux réfrigérateur qui bourdonnait dans un coin, la photo de Marie sur le buffet. Il avait vécu une vie honnête et simple. Il travaillait sa terre, cultivait ses tomates et ses vignes. Il n'avait jamais rien désiré de plus. Mais il vit alors le nom Hôpital Sainte-Victoire. Son cœur se serra. C'est là que Marie avait passé ces derniers mois. Les médecins et les infirmières avaient été merveilleux avec elle, patients et attentionnés jusqu'à la fin. Jean n'avait jamais oublié cette gentillesse. Il se leva et se dirigea vers l'armoire de la chambre. Au fond, recouvert d'un vieux drap, se trouvait son unique costume élégant. Il le sortit avec précaution. C'était le costume qu'il avait porté au mariage de son neveu de nombreuses années auparavant. La veste était un peu usée au coude. Le pantalon avait quelques petites effilochures, mais il était propre, digne. Les jours suivants, Jean pensa à cette invitation. Chaque fois qu'il passait devant la table de la cuisine et voyait l'élégante enveloppe, il ressentait une étrange sensation dans l'estomac. C'était de la nervosité, de la curiosité, peut être les deux. Le vendredi soir, à la veille de l'événement, Jean prit une décision. Il y participerait non pas pour lui-même, mais pour Marie. Si la vente aux enchères collectait des fonds pour l'hôpital qui avait pris soin de sa femme, alors il voulait être présent. Même s'il se sentirait déplacé, même s'il ne connaissait personne, il devait y aller. Il passa la soirée à préparer son costume. Il le repassa avec soin, lustra les chaussures noires qu'il ne portait que pour les grandes occasions. Il se regarda dans le miroir. Il vit un homme de 70 ans aux cheveux blancs courts, à la peau marquée par le soleil, aux mains rugueuses. Il ne ressemblait certainement pas à quelqu'un qui avait sa place à un événement caritatif pour les riches. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une dignité silencieuse, une force tranquille qui venait d'une vie vécue avec honnêteté. Cette nuit-là, Jean dormit peu. Il n'arrêtait pas de penser au lendemain, à ce qu'il trouverait dans ce salon élégant, à la façon dont les gens le regarderaient. Mais surtout, il sentait qu'il devait être là. Le samedi matin arriva trop vite, Jean s'habilla lentement en faisant attention à chaque détail. Il se regarda une dernière fois dans le miroir, prit les clés de sa vieille camionnette et sortit de la maison. Alors qu'il conduisait vers Ès en Provence, les collines autour de lui semblaient le saluer. Ces collines avaient été sa vie, son monde, et maintenant il était sur le point d'entrer dans un monde complètement différent. Il ne savait pas encore que cette soirée allait tout changer. Il ne savait pas qu'il allait faire face à des gens qui le jugeraient, se moqueraient de lui, l'humilieraient. Et il ne savait pas qu'à la fin, ce serait lui qui donnerait la leçon la plus importante de la soirée. Jean serra le volant de ses mains fortes, respira profondément et continua de conduire vers son destin. L'hôtel de Caumont se trouvait au cœur d'Es en Provence, un bâtiment historique avec des façades en pierre claire et des fenêtres en arc. Jean gara sa vieille camionnette à quelques rues de là parmi les voitures de luxe qui remplissaient les rues, des Mercedes noires, des BMW rutilantes et même une Maserati rouge qui brillait sous les lampadaires du soir. En marchant vers l'entrée, Jean sentait le poids de chaque pas. Ses chaussures, si bien cirées ce matin-là, lui semblaient soudainement inadéquates. Devant lui, des couples élégants montaient l'escalier de marbre. Les hommes portaient des costumes sur mesure, les femmes des robes qui coûtaient probablement plus que ce qu'ils gagnaient en un an. Un portier jeune et impeccable en smoking noir vérifiait les invitations. Jean s'approcha, son invitation à la main.
Le jeune homme le toisa de la tête aux pieds, un regard rapide mais que Jean remarqua parfaitement. Il y avait de la surprise dans ses yeux, peut-être même un peu de confusion. « Bonsoir », dit Jean d'une voix ferme. Le jeune homme prit l'invitation, l'examina puis hocha la tête. « Bonsoir monsieur, je vous en prie, entrez ». Jean franchit le seuil et s'arrêta un instant. Le salon était magnifique. Un grand lustre en cristal pendait du haut plafond, projetant de petits arcs-en-ciel sur les murs décorés de stucs dorés. Les tables étaient recouvertes de nappes d'un blanc immaculé, avec des centres de table de fleurs fraîches. L'air sentait la rose et quelque chose de doux, peut être du champagne. Les personnes déjà présentes discutaient en petits groupes, des rires légers résonnaient, ainsi que le tintement des verres et une musique classique jouée par un quatuor à cordes dans un coin. Jean avait l'impression d'être entré dans un autre monde. Il chercha un endroit où s'asseoir. Les tables devant étaient presque toutes occupées par des gens qui se connaissaient, se saluant par des bises sur les joues et des accolades chaleureuses. Jean se dirigea vers le fond de la salle, où il y avait encore quelques chaises libres. Il s'assit discrètement, essayant de ne pas attirer l'attention, mais il était impossible de ne pas le remarquer. Son costume, bien que propre et soigneusement repassé, était clairement vieux. Le tissu était de bonne qualité, mais d'une autre décennie. Et ses mains qui racontaient une vie de travail dans les champs, étaient impossibles à cacher. Un serveur s'approcha avec un plateau de coupes de champagne. « Désirez-vous quelque chose à boire, monsieur ?»« Un verre d'eau, s'il vous plaît, » répondit Jean. Le serveur hocha la tête et s'éloigna. Jean regardait autour de lui, observant tout. À quelques tables de là, un groupe d'hommes riait bruyamment. L'un d'eux était particulièrement exubérant. Cheveux noirs peignés en arrière, costume bleu marine parfaitement coupé, une montre en or qui brillait à son poignet. Il était entouré de personnes qui buvaient ses paroles, riant à chacune de ses plaisanteries. C'était Antoine Dubois. Jean ne le connaissait pas, mais il était impossible de ne pas le remarquer. Il avait cet air de quelqu'un habitué à être au centre de l'attention, quelqu'un qui commandait chaque pièce où il entrait. Le serveur revint avec un verre d'eau sur un petit plateau d'argent. Jean le prit avec un merci poli. En buvant, il remarqua que quelques femmes assises près de lui le regardaient. Elles parlaient à voix basse entre elles, lui lançant des regards furtifs. L'une d'elles, vêtue d'une élégante robe rouge et aux cheveux blonds courts, se pencha vers son ami et murmura quelque chose. L'autre rit en se couvrant la bouche de la main. Jean sentit la chaleur lui monter au visage, mais il garda son sang-froid. Il posa le verre sur la table avec soin. À ce moment, Antoine se tourna dans sa direction. Leurs regards se croisèrent une seconde. Jean vit quelque chose dans les yeux de cet homme. De la curiosité, puis quelque chose qui ressemblait à du mépris. Antoine se retourna vers son ami, assis à côté, et lui dit quelque chose. L'ami regarda Jean et rit. Jean sentit son estomac se nouer. C'était peut-être une erreur de venir. Peut-être n'avait-il vraiment pas sa place ici. Mais il pensa alors à Marie, au médecin bienveillant de l'hôpital Sainte-Victoire, et il resta assis. Il était là pour une raison importante. Les lumières de la salle baissèrent légèrement. Un homme aux cheveux gris et en costume gris foncé monta sur une petite estrade à l'avant. C'était le commissaire-priseur. Bonsoir à tous et bienvenue à la vente aux enchères caritatives d'Aix-en-Provence, dit-il d'une voix claire et professionnelle. Ce soir, nous collecterons des fonds pour l'agrandissement de l'hôpital Sainte-Victoire, une institution qui sert notre communauté depuis plus de 50 ans. Des applaudissements polis emplirent la salle. Jean applaudit aussi avec force et sincérité. Nous avons une merveilleuse soirée devant nous, continua le commissaire-priseur. Des objets uniques, des expériences extraordinaires, le tout pour une noble cause. Je vous remercie de votre présence et de votre générosité. Jean s'installa sur sa chaise. La vente allait commencer. Il ne savait pas encore ce qu'il attendait, mais il sentait dans sa poitrine un mélange d'anxiété et de détermination. Cette soirée ne serait pas comme il l'avait imaginé, elle serait bien plus que cela. Antoine, de l'autre côté de la salle, riait encore avec ses amis. Il ne prêtait pas attention aux vieux paysans assis au fond, pas encore. Mais bientôt, très bientôt, tout allait changer. Le commissaire-priseur sourit au public et ouvrit un élégant catalogue relié en cuir. Commençons avec notre premier lot de la soirée. Un dîner pour deux au restaurant Le Chêne d'Or à Aix en Provence avec menu dégustation du chef étoilé et sélection de vins fins. Nous commençons à 1 000 €. Les panneaux numérotés se levèrent immédiatement. Jean observait, fasciné par le fonctionnement de tout cela. Les gens enchérissaient avec des gestes minimaux, un signe de tête, un mouvement de la main. Le prix montait rapidement, 1 500 €, 2 000 €, 3 000 €.
Adjugé pour 3 000 € à Monsieur Rossini, annonça le commissaire-priseur en frappant un petit marteau en bois sur le pupitre. Des applaudissements discrets suivirent. Jean remarqua que beaucoup de gens n'applaudissaient même pas, comme si 3 000 € n'étaient rien pour eux. Les lots suivants furent similaires, un week-end dans une villa sur la Côte d'Azur, un ensemble de bijoux en or blanc, un tableau d'un artiste local émergent. À chaque fois, les offres s'envolaient. Antoine participait souvent, levant son panneau avec des gestes théâtraux, s'assurant que tout le monde remarque sa générosité. Jean resta assis en silence, les mains posées sur ses genoux. Il n'était pas là pour acheter des dîners coûteux ou des bijoux. Il était là pour une autre raison, même si lui-même n'était pas encore certain de laquelle exactement. Après environ 30 minutes, Jean eut soif. Sur la table devant lui, il y avait encore son verre d'eau à moitié plein. Il le prit avec précaution, mais ses mains, peu habituées à des verres si délicats, tremblèrent légèrement. Quelques gouttes tombèrent sur la nappe blanche. Ce n'était que de l'eau, elle sécha aussitôt, mais Antoine l'avait remarqué. Il se tourna complètement vers Jean avec un sourire sarcastique sur les lèvres. Puis, assez fort pour que plusieurs personnes puissent entendre, il dit « Peut être que quelqu'un devrait apprendre les bonnes manières avant de venir à ce genre d'événement ». Le groupe autour d'Antoine éclata de rire étouffé. Jean sentit le sang lui monter aux joues. Il posa lentement le verre, essuyant avec sa serviette la petite tache d'eau qui s'était formée. Une femme assise à la table d'Antoine, vêtue d'une robe bleu nuit et d'un collier de perles, se tourna vers Jean avec un regard de supériorité. « Vraiment » dit-elle en s'adressant à Antoine, mais en parlant assez fort. « Qui a permis à cet homme d'entrer ici ?» D'autres rires suivirent. Jean sentit les yeux de dizaines de personnes sur lui. Certains le regardaient avec curiosité, d'autres avec agacement, comme si sa seule présence gâchait l'élégance de la soirée. Un homme âgé avec une moustache grise assis non loin murmura à sa femme « Il s'est probablement perdu. Il a dû se tromper d'événement. » Jean serra les mains sur ses genoux. Chaque fibre de son être voulait se lever et partir, retourner à sa camionnette, rentrer chez lui, vers ces collines tranquilles où personne ne le jugeait. Mais quelque chose en lui disait de rester, une voix silencieuse mais ferme. Le commissaire-priseur professionnel expérimenté remarqua la tension mais continua sans commentaire. Passons maintenant au lot numéro 12, dit-il en ouvrant une nouvelle page du catalogue. C'est un objet vraiment spécial, mesdames et messieurs. La salle devint plus attentive, Jean leva également les yeux. Un terrain de 5000 m² dans les collines de Provence, continua le commissaire-priseur. Vue panoramique imprenable sur la ville et les montagnes, parfait pour construire une villa de luxe. Le terrain dispose déjà de toutes les autorisations de construire nécessaires. Un murmure d'intérêt traversa la salle. Antoine se redressa sur sa chaise, soudainement très intéressé. D'autres millionnaires présents prirent des expressions concentrées. « Commençons les enchères à 50 000 €, dit le commissaire-priseur. Antoine leva immédiatement son panneau. 100 000 €, annonça-t-il d'une voix forte, presque agressive. Le commissaire-priseur sourit. 100 000 € de la part de M. Dubois. Une autre offre ? Un homme chauve au premier rang leva la main. 120 000, Antoine n'hésita pas. 150 000, Jean observait tout avec attention. Ses yeux allaient d'Antoine au commissaire-priseur. Ses mains, auparavant crispées sur ses genoux, étaient maintenant détendues. Il y avait quelque chose dans son regard, une détermination silencieuse qui grandissait. 150 000 € de la part de M. Dubois, confirma le commissaire-priseur. D'autres offres ? Le silence dura quelques secondes. L'homme chauve secoua la tête, c'était trop pour lui. Antoine sourit triomphalement, savourant déjà la victoire. Il se tourna vers ses amis avec une expression satisfaite. 150 000 une fois, commença le commissaire-priseur. Et c'est à ce moment que Jean leva lentement la main. La salle remarqua le mouvement, quelques têtes se tournèrent, le commissaire-priseur vit la main levée et parut surpris un instant. « Oui, monsieur, dit-il en désignant Jean, tous les yeux étaient maintenant sur lui. » Antoine se retourna complètement avec une expression entre la confusion et l'amusement. Jean s'éclaircit la voix. Un instant, il sembla hésiter, puis d'une voix ferme mais calme, il dit « 200 000 €. Pendant une seconde, il y eut un silence total. Puis la salle explosa. De rire, des rires forts, grossiers, cruels. Antoine riait si fort qu'il dut s'essuyer les yeux. La femme au collier de perles se plia en deux de rire. Même les gens qui n'avaient pas parlé auparavant riaient maintenant en montrant Jean du doigt. « C'est absurde !» s'exclama Antoine en se levant théâtralement. « Cet homme n'a clairement pas cet argent. » Les amis d'Antoine acquiesçaient en riant encore. Une femme aux cheveux roux et vêtue d'une robe verte dit à voix haute « Il n'a probablement jamais vu autant d'argent de toute sa vie. » Jean restait assis, immobile.
Son visage était rouge, non pas de honte, mais d'autre chose, quelque chose qui ressemblait à une détermination d'acier. Le commissaire-priseur, visiblement mal à l'aise, tenta de reprendre le contrôle. « Monsieur, dit-il en s'adressant à Jean d'un ton professionnel mais dubitatif, êtes-vous en mesure de prouver votre capacité de paiement ?» Toute la salle attendait. Antoine avait un sourire narquois sur le visage. Il était sûr que le vieux paysan serait démasqué comme un imposteur ou un fou. Mais Jean, avec des mouvements lents et délibérés, porta la main à la poche intérieure de sa veste et en sortit une enveloppe. Jean ouvrit l'enveloppe d'une main ferme. À l'intérieur se trouvait un document officiel avec l'en-tête de la Banque régionale de Provence. Il le sortit et le tint entre ses mains un instant, comme s'il décidait de le montrer ou non. Le commissaire-priseur descendit de l'estrade et s'approcha de Jean. La salle était dans un silence absolu. Tous les rires avaient cessé. Il n'y avait plus que de la curiosité mêlée d'incrédulité. J'entendis le document, le commissaire-priseur le prit, ajusta ses lunettes sur son nez et commença à lire. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Il relut 2 fois, puis regarda Jean avec une expression complètement différente. « Le document est authentique, dit le commissaire-priseur en retournant vers l'estrade. Monsieur dispose de fonds certifiés par la banque, suffisants pour couvrir l'offre. » Un murmure de choc traversa la salle. Antoine avait cessé de sourire. Son visage était devenu sérieux, presque sombre. « C'est ridicule, murmura-t-il entre ses dents. Ce doit être une erreur. » Mais le commissaire-priseur avait déjà repris le contrôle de la vente. « Nous avons une offre à 200 000 €. Quelqu'un offre-t-il plus ?» Antoine était toujours debout, son orgueil blessé visible dans chaque muscle tendu de son corps. Comment ce vieux paysan, avec son costume usé et ses mains cailleuses, pouvait-il avoir 200 000 €? C'était impossible, il devait y avoir un truc. Il se tourna vers ses amis à table. L'un d'eux, un homme corpulent avec des lunettes à monture dorée, lui fit un signe de tête, comme pour dire « Vas-y, tu ne peux pas perdre contre lui ». Antoine serra la mâchoire. « 250 000 €, dit-il d'une voix dure. Le commissaire-priseur regarda Jean, 250 000 € de la part de Monsieur Dubois. Les 2 hommes se regardèrent dans les yeux, l'un vieux et simple, l'autre riche et arrogant. Mais à cet instant, il était clair qui détenait le vrai pouvoir. « 500 000 €, dit Jean d'une voix claire et forte. La salle explosa en un chaos maîtrisé de murmures et d'exclamations. 500 000 € pour un terrain qui en valait peu être 300 000, c'était de la folie. Antoine regardait Jean comme s'il voyait un fantôme. Son assistant lui toucha le bras, secouant la tête avec plus d'insistance. L'homme âgé à la moustache grise murmura à sa femme. « Mais qui est cet homme ?» Antoine sentit la chaleur lui monter au visage, ses oreilles étaient rouges. Il se tourna vers son assistant, un jeune homme en costume gris qui se tenait derrière lui. L'assistant s'approcha et lui murmura quelque chose à l'oreille. Antoine secoua la tête avec frustration, puis se tourna de nouveau vers le commissaire-priseur. « 350 000 !» Sa voix était forte, presque criée. C'était plus une question de terrain, c'était une question d'orgueil. Il ne pouvait pas perdre contre ce vieil homme, pas devant tout le monde. Sa réputation était en jeu. Jean attendit, laissa passer quelques secondes, laissant la tension monter dans la salle. Puis, avec le même calme qu'auparavant, il dit « 400 000 €. Maintenant, même les gens qui riaient de Jean auparavant le regardaient avec un respect mêlé de confusion. Qui était vraiment cet homme? D'où venait cet argent? Antoine était pâle. Il regarda de nouveau son assistant qui, cette fois, secoua légèrement la tête. Le prix devenait trop élevé même pour lui. Mais Antoine était aveuglé par l'orgueil. « 450 000 » cria-t-il. Le commissaire-priseur semblait presque inquiet. « 450 000 € de la part de Monsieur Dubois. »« Monsieur, dit-il en regardant Jean, offrez-vous plus ?» Jean se leva lentement de sa chaise. Tous les yeux le suivirent alors qu'il se levait. Il était plus grand qu'il ne paraissait assis, le dos droit malgré son âge. Il commença à marcher vers l'avant de la salle. Ses pas étaient lents mais décidés. Le silence était si profond qu'on pouvait entendre le bruit de ses chaussures sur le sol en marbre. Il passa à côté des tables où les gens le regardaient avec un mélange de choc et de curiosité. Il arriva devant l'estrade et se tourna vers Antoine. Les 2 hommes se regardèrent dans les yeux, l'un vieux et simple, l'autre riche et arrogant. Mais à cet instant, il était clair qui détenait le vrai pouvoir. 500 000 €, dit Jean d'une voix claire et forte. La salle explosa en un chaos maîtrisé de murmures et d'exclamations. 500 000 € pour un terrain qui en valait peu, être 300 000, c'était de la folie. Antoine regardait Jean comme s'il voyait un fantôme. Son assistant lui toucha le bras, secouant la tête avec plus d'insistance. C'était trop. Même pour un homme riche comme Antoine, c'était trop. Le commissaire-priseur leva son marteau. 500 000 €. Quelqu'un offre-t-il plus? Il regarda Antoine qui restait immobile.
La mâchoire serrée, les yeux fixés sur Jean. 500 000 € une fois. Le silence était absolu, 2 fois. Antoine ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Adjugé, le marteau frappa le pupitre avec un son sec qui résonna dans toute la salle. Vendu à monsieur pour 500 000 €. Jean avait gagné. Pendant un long moment, personne ne bougea. La salle était figée dans un état d'incrédulité totale. Le son du marteau résonnait encore dans l'air comme un jugement final. Antoine restait debout, les mains serrées sur les hanches. Son visage était un masque de colère et d'humiliation. Il ne regardait plus Jean, il ne pouvait pas. Il regardait le sol, la mâchoire si tendue que les muscles de son cou étaient visibles. Jean, quant à lui, se tenait tranquillement devant l'estrade. Il n'y avait pas de triomphe sur son visage, pas de vengeance, juste une dignité tranquille qui semblait remplir toute la salle. Le commissaire-priseur rompit le silence. « Félicitations, monsieur, si vous voulez bien vous approcher pour finaliser les formalités. » Jean hocha la tête et suivit le commissaire-priseur vers une table latérale où 2 assistants avaient déjà préparé les documents. Pendant qu'il marchait, les gens le regardaient avec des yeux complètement différents d'avant. Il n'y avait plus de moquerie, il y avait de la confusion, du respect et surtout une curiosité brûlante. La femme au collier de perles murmura à son compagnon. « Mais qui est vraiment cet homme ?» L'homme âgé à la moustache grise se pencha vers sa femme. 500 000 € et il les a payés avec des fonds certifiés. C'est pas n'importe qui. À la table d'Antoine, le silence était lourd comme du plomb. Ses amis ne savaient pas quoi dire. L'homme corpule aux lunettes dorées tambourinait nerveusement ses doigts sur la table. La femme en robe bleu nuit regardait sa coupe de champagne, soudainement intéressée par autre chose. Antoine s'assit finalement lourdement, comme si ses jambes ne le soutenaient plus. Son assistant s'approcha et lui murmura quelque chose, mais Antoine le repoussa d'un geste brusque de la main. À la table latérale, Jean signait les documents calmement. Sa signature était simple mais claire. Le commissaire-priseur lui parlait à voix basse, expliquant les procédures, mais Jean semblait déjà savoir quoi faire. Il hochait la tête de temps en temps, posait des questions précises et directes. « Le terrain sera transféré à votre nom d'ici 10 jours ouvrables », expliquait l'un des assistants, et la documentation complète vous sera envoyée par courrier recommandé. Merci, dit simplement Jean. Pendant ce temps, dans la salle, les gens avaient recommencé à parler. Le volume des conversations augmentait. Tout le monde voulait savoir qui était cet homme mystérieux, comment il avait obtenu cette somme, pourquoi il était habillé si simplement s'il avait un demi-million d'euros à dépenser. Un jeune homme en costume gris clair s'approcha de la table d'Antoine. « Antoine, qui est-il? Tu le connais ?» Antoine secoua la tête sans le regarder. « Aucune idée, répondit-il d'une voix tendue. « Ce doit être quelqu'un d'important, continua le jeune homme. Personne ne dépense 500 000 € aussi facilement. Laisse-moi tranquille, dit brusquement Antoine. Le jeune homme s'éloigna. Surpris par le ton, Jean termina de signer le dernier document et se leva. Il serra la main du commissaire-priseur qui le regardait maintenant avec un respect évident. « Ce fut un plaisir, monsieur. » Le commissaire-priseur hésita, réalisant qu'il ne connaissait même pas le nom complet de Jean. C'était écrit dans le testament de Thomas comme une dernière volonté. Hélène se tourna de nouveau vers la salle. Cet homme a vécu dans la simplicité, non pas parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il a choisi de vivre ainsi. Il a donné tout ce qu'il avait pour sauver la vie d'un garçon qui n'était même pas son fils, et il n'a jamais rien demandé en retour. Elle se tourna vers Jean, prenant ses 2 mains. « Jean, je ne savais pas que tu serais là ce soir. » Sur son visage, il y avait les rides d'une vie bien vécue, mais ses yeux étaient vifs et intelligents. Elle s'approchait de Jean d'un pas décidé, s'appuyant légèrement sur une élégante canne en bois sombre. La salle se tut à nouveau. Tout le monde regardait la femme. Elle était de toute évidence quelqu'un d'important, à la façon dont les gens s'écartaient pour la laisser passer, au respect dans leur regard. Jean la regardait s'approcher sans la reconnaître. « Monsieur, souhaitez-vous surenchérir ?» Jean restait assis, les mains maintenant posées tranquillement sur la table. Il regardait droit vers Antoine, non pas avec colère, mais avec un calme presque inquiétant. « 300 000, dit-il simplement. Des halètements emplirent la salle. La femme au collier de perles porta une main à sa poitrine, choquée. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. « Hélène, murmura-t-il. La mère de Thomas ?» La femme hocha la tête. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. « Oui, dit-elle d'une voix brisée par l'émotion. « Oui, c'est moi. » Et sans dire un mot de plus, Hélène fit un pas en avant et serra Jean dans ses bras. La salle observait en silence absolu cette scène inexplicable. Sur son visage, il y avait les rides d'une vie bien vécue, mais ses yeux étaient vifs et intelligents. Elle s'approchait de Jean d'un pas décidé, s'appuyant légèrement sur une élégante canne en bois sombre. La salle se tut à nouveau. Tout le monde regardait la femme.
Elle était de toute évidence quelqu'un d'important, à la façon dont les gens s'écartaient pour la laisser passer, au respect dans leur regard. Jean la regardait s'approcher sans la reconnaître. Les larmes continuaient de couler, mais maintenant elle souriait à travers elles. « Je ne savais pas que tu serais là, dit-elle d'une voix encore tremblante. Si j'avais su. » Jean secoua doucement la tête. « Ce n'est pas grave, Hélène. Je suis là, et je suis heureux de te voir. » La salle observait dans un silence total. Personne n'osait interrompre ce moment. Hélène se tourna vers le public, essuyant ses yeux avec un élégant mouchoir en soie qu'elle avait sorti de son sac. Deux personnes âgées s'étreignant, toutes deux les larmes aux yeux, au milieu d'un salon élégant en Provence. Antoine, depuis sa table, regardait sans comprendre qui était cette femme et pourquoi elle serrait le vieux paysan dans ses bras comme s'il était quelqu'un d'important. Il était sur le point de découvrir que Jean n'était pas du tout celui qu'il pensait. Hélène se détacha de l'étreinte, tenant toujours les mains de Jean entre les siennes. « Mais ce que vous ne savez pas, continua Hélène, c'est que sans cet homme, mon fils ne serait pas en vie aujourd'hui. » Un silence absolu tomba sur la salle. Antoine, qui jusqu'à présent était resté tourné de l'autre côté, se retourna complètement. Maintenant, il était attentif. Hélène regarda Jean avec une profonde affection. C'était en 1992, mon fils Thomas avait 17 ans. Il y avait eu un terrible accident de la route, sur la route de Cassis. Sa voix trembla légèrement au souvenir. « Permettez-moi de vous présenter cet homme, dit Hélène d'une voix forte, s'adressant à tous. Beaucoup d'entre vous me connaissent. Je suis Hélène Renaud, fondatrice de la Fondation Renaud pour l'éducation. » Des murmures de reconnaissance traversèrent la salle. La Fondation Renaud était l'une des organisations caritatives les plus respectées du sud de la France. Hélène était connue dans toute la région. « Jean était notre voisin dans les collines, dit Hélène. Il avait une ferme prospère, il cultivait des raisins et des olives. Quand il a appris la situation de Thomas, il est venu me voir un soir. » Hélène regarda Jean, ses yeux remplis d'une gratitude qui n'avait pas diminué avec les années. Il m'a dit « Hélène, j'ai vendu la moitié de mes terres. Voici l'argent pour l'opération de Thomas. » Je lui ai dit non, que je ne pouvais pas accepter, mais il a insisté. Il a dit qu'un jeune homme méritait de vivre sa vie. La femme au collier de perles avait porté une main à sa bouche. L'homme âgé à la moustache grise avait les yeux brillants. Thomas a eu l'opération, continua Hélène, et il a survécu. Il a terminé ses études, est devenu un ingénieur de renom, a bâti une entreprise de technologie médicale qui emploie aujourd'hui plus de 300 personnes. Hélène fit une pause, respirant profondément. Pendant des années, j'ai essayé de rendre l'argent à Jean, mais il a toujours refusé. Il disait qu'il avait été heureux d'aider, qu'il ne voulait rien en retour. Il vivait simplement, humblement, même après ce sacrifice. Jean regardait le sol, clairement mal à l'aise avec toute cette attention. Mais Hélène n'avait pas fini. Quand Thomas est décédé il y a 3 ans, dit Hélène, la voix se brisant, il a laissé dans son testament une somme pour Jean. Il a insisté pour qu'il soit enfin remboursé pour sa gentillesse. Non seulement les 150 000 € d'origine, mais 10 fois plus, 1,5 million d'euros. Des exclamations étouffées emplirent la salle. Antoine était devenu pâle comme un fantôme. Jean a refusé cette fois encore, dit Hélène avec un sourire triste. Mais mes avocats ont trouvé un moyen. L'argent a été déposé dans un fonds fiduciaire à son nom. Il ne pouvait pas refuser. Pendant des années, j'ai essayé de rendre l'argent à Jean, mais il a toujours refusé. Il disait qu'il avait été heureux d'aider, qu'il ne voulait rien en retour. Il vivait simplement, humblement, même après ce sacrifice. Jean regardait le sol, clairement mal à l'aise avec toute cette attention. Mais Hélène n'avait pas fini. Quand Thomas est décédé il y a 3 ans, dit Hélène, la voix se brisant, il a laissé dans son testament une somme pour Jean. Antoine sentit les mains cailleuses de Jean, ses mains qui avaient travaillé la terre pendant des décennies, ses mains qui avaient tant donné sans rien demander. « Merci », dit Antoine d'une voix brisée. « Merci pour votre bonté, même quand je ne la mérite pas. » Jean hocha simplement la tête. « Le pardon est plus puissant que la vengeance, monsieur Dubois. » Antoine s'essuya rapidement les yeux du revers de la main, essayant de garder un minimum de contenance. Un homme qui mérite plus de respect que quiconque dans cette salle. Le silence qui suivit était lourd de sens. Puis, d'un coin de la salle, quelqu'un commença à applaudir, puis un autre et un autre encore. En quelques secondes, toute la salle était debout, applaudissant Jean avec force. C'était pas des applaudissements polis comme ceux d'avant, c'était de vrais applaudissements pleins de respect et de honte, tous sauf un. Antoine restait assis, le regard fixé sur la table devant lui, incapable de regarder Jean. Les applaudissements continuaient, forts et sincères. Jean regardait autour de lui, visiblement ému, mais aussi embarrassé par toute cette attention.
Il n'était pas habitué à être au centre de la scène. Hélène lui serra de nouveau la main, puis se tourna vers le commissaire-priseur. « S'il vous plaît, continuez la vente. Je ne veux pas interrompre davantage. » Le commissaire-priseur hocha la tête avec respect. Certainement, Madame Renaud, et merci d'avoir partagé cette histoire extraordinaire. Hélène retourna à sa table, mais avant de s'asseoir, elle jeta un regard vers Antoine. Elle ne dit rien, mais son regard parlait clairement. C'était un regard de désapprobation, de déception. Jean commença à retourner vers sa place au fond de la salle. Alors qu'il marchait, les gens qui l'avaient raillé auparavant cherchaient maintenant à capter son regard, à lui sourire, à lui montrer du respect. La femme au collier de perles baissa les yeux quand Jean passa près de sa table. L'homme corpule aux lunettes dorées, qui avait ri si fort auparavant, regardait maintenant fixement la nappe. Le jeune homme en costume gris clair, qui avait fait des commentaires sarcastiques, ajusta nerveusement sa cravate. Jean passa à côté de la table d'Antoine. « Jean, dit-il simplement. Je m'appelle Jean. » « Monsieur Jean, dit le commissaire-priseur avec une légère inclinaison de la tête. Jean se retourna pour regagner sa place, mais à ce moment, une voix l'arrêta. « Excusez-moi. » C'était une voix de femme, âgée mais forte. Jean se retourna. Une femme d'environ 75 ans se levait d'une table au premier rang. Elle portait un élégant tailleur beige et avait les cheveux gris relevés en chignon. Il sentait le jugement silencieux, la honte qui remplissait l'air autour de lui. Son assistant se pencha et murmura « Monsieur Dubois peut, être devrions-nous y aller ?»« Non !» dit brusquement Antoine. « Je reste. » Mais il ne savait pas pourquoi il restait. Chaque seconde dans cette salle était une torture. Chaque regard furtif des autres invités le brûlait comme du feu. La vente continua, mais l'atmosphère avait complètement changé. Antoine restait assis, le regard fixé sur la table devant lui, incapable de regarder Jean. Les applaudissements continuaient, forts et sincères. Jean regardait autour de lui, visiblement ému, mais aussi embarrassé par toute cette attention. Il n'était pas habitué à être au centre de la scène. Hélène lui serra de nouveau la main, puis se tourna vers le commissaire-priseur. « S'il vous plaît, continuez la vente. Je ne veux pas interrompre davantage. » Il se leva lentement, comme si chaque mouvement exigeait un effort énorme. Son assistant le regarda, surpris. Antoine commença à marcher, non pas vers la sortie comme tout le monde s'y attendait, mais vers Jean. La salle le remarqua. Les conversations s'éteignirent une à une. Le commissaire-priseur, en plein milieu de l'annonce d'un nouveau lot, s'arrêta en pleine phrase. Antoine marchait d'un pas incertain. Son visage était encore rouge, mais plus de colère. C'était autre chose. Un instant, il sembla qu'il allait s'arrêter. Antoine sentit la présence de Jean près de lui et ses muscles se tendirent. Mais Jean continua de marcher sans dire un mot. C'était presque pire qu'un reproche. Le silence de Jean était plus puissant que n'importe quel mot. Antoine restait immobile, les mains serrées sur les accoudoirs de sa chaise. Il sentait les yeux de tout le monde sur lui, même si personne ne le regardait directement. La honte, le remords, il arriva à la table de Jean et s'arrêta. Jean leva les yeux, ses yeux calmes rencontrèrent ceux troublés d'Antoine. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Toute la salle retenait son souffle. Puis, Antoine parla, d'une voix basse mais claire. « Monsieur, je… » Il s'arrêta, comme si les mots s'étranglaient dans sa gorge. « Je vous dois des excuses. » Jean ne dit rien. Il attendit simplement. Antoine respira profondément. « Je vous ai mal jugé. » Il fit une pause, puis ajouta d'une voix encore plus basse. « Vous êtes un homme meilleur que je ne le serai jamais. » Le silence dans la salle était absolu. Tout le monde attendait la réponse de Jean. Jean se leva lentement. Il était légèrement plus grand qu'Antoine. Il le regarda droit dans les yeux, puis, d'une voix douce mais ferme, il dit « Nous commettons tous des erreurs, monsieur Dubois. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après les avoir reconnus. » Et il tendit la main vers Antoine. « Tout le monde mérite une seconde chance. » Antoine regarda la main tendue de Jean. Un instant, il sembla hésiter, comme s'il ne se sentait pas digne de l'accepter. Puis, lentement, il serra la main de Jean. Ce ne fut pas une poignée de main rapide et formelle. Ce fut une poignée de main sincère, forte. Antoine sentit les mains cailleuses de Jean, ses mains qui avaient travaillé la terre pendant des décennies, ses mains qui avaient tant donné sans rien demander. « Merci », dit Antoine d'une voix brisée. « Merci pour votre bonté, même quand je ne la mérite pas. » Jean hocha simplement la tête. « Le pardon est plus puissant que la vengeance, monsieur Dubois. » Antoine s'essuya rapidement les yeux du revers de la main, essayant de garder un minimum de contenance. Il se retourna pour regagner sa table, puis s'arrêta. Il se tourna de nouveau vers Jean. «
Le terrain que vous avez acheté, dit-il, vous avez dit que vous le donneriez à l'hôpital. Jean hocha la tête. Oui, ils veulent agrandir le service d'oncologie. Le terrain sera parfait pour construire une nouvelle aile. Antoine resta silencieux un moment, puis dit « Je voudrais contribuer. Je voudrais faire un don pour la construction de la nouvelle aile au nom de vous et de votre femme. » Jean le regarda, surpris. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur Dubois. »« Je sais que ce n'est pas nécessaire, » répondit Antoine. « Mais je veux le faire. Vous m'avez appris quelque chose d'important ce soir et je veux faire quelque chose de significatif avec ce que j'ai appris. » Il se tourna vers le commissaire-priseur qui était toujours sur l'estrade, témoin silencieux de ce moment extraordinaire. « Combien coûte la construction de la nouvelle aile de l'hôpital » demanda Antoine à voix haute. Le commissaire-priseur, surpris par la question, consulta rapidement quelques documents. Le projet complet nécessite environ 2 millions d'euros, monsieur. Antoine sortit son téléphone et passa un appel rapide. Il parla brièvement à quelqu'un, probablement son comptable, puis raccrocha. Demain matin, dit-il en s'adressant au commissaire-priseur et à Jean, mon bureau transférera 1 million d'euros à la fondation de l'hôpital pour la nouvelle aile. Un murmure de stupéfaction traversa la salle. C'était une somme énorme, même pour quelqu'un de riche comme Antoine. Jean regardait Antoine avec une nouvelle expression. Il y avait de l'approbation dans ses yeux, peut être même une pointe de fierté, comme un enseignant qui voit enfin son élève comprendre une leçon importante. C'est un geste très généreux, dit Jean. Antoine secoua la tête. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la justice, c'est faire ce qui est juste. Hélène Renaud, qui avait tout observé depuis sa table, se leva et commença à applaudir. Les applaudissements se propagèrent rapidement dans toute la salle, cette fois dirigés vers Antoine. Mais Antoine ne sourit pas triomphalement comme il l'aurait fait au début de la soirée. Il accepta les applaudissements d'un simple hochement de tête, humble et sobre. Il se tourna de nouveau vers Jean. « Il y a autre chose, dit-il. Je voudrais, si vous êtes d'accord, visiter votre ferme un jour. Je voudrais en apprendre plus sur la vie que vous avez vécue, sur le travail de la terre, sur la simplicité. » Jean sourit pour la première fois de la soirée, un sourire chaleureux et sincère. « Ce serait un plaisir, monsieur Dubois. Mes portes sont toujours ouvertes. » C'était trop. Même pour un homme riche comme Antoine, c'était trop. Le commissaire-priseur leva son marteau. 500 000 euros. Quelqu'un offre-t-il plus ? Il regarda Antoine qui restait immobile, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur Jean. 500 000 euros, une fois, le silence était absolu. 2 fois, Antoine ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais aucun son ne sortit, adjugé. Le marteau frappa le pupitre avec un son sec qui résonna dans toute la salle. Et il tendit la main vers Antoine. Tout le monde mérite une seconde chance. Antoine regarda la main tendue de Jean. Un instant, il sembla hésiter, comme s'il ne se sentait pas digne de l'accepter. Puis, lentement, il serra la main de Jean. Ce ne fut pas une poignée de main rapide et formelle. Ce fut une poignée de main sincère, forte. Il s'assit et regarda ses amis qui le fixaient, surpris. « J'ai appris quelque chose ce soir, leur dit-il. J'espère que vous aussi. » Le reste de la soirée se déroula tranquillement. La vente continua, mais l'atmosphère était complètement transformée. Les gens parlaient à voix plus basse, enchérissaient avec moins d'ostentation. C'était comme si tout le monde avait reçu une leçon d'humilité. Jean resta jusqu'à la fin, même s'il aurait préféré partir. Le soleil d'octobre brillait chaudement sur les collines de Provence, tandis que Jean marchait à travers ses vignobles. Les raisins avaient été récoltés, les vignes se reposaient maintenant, se préparant pour l'hiver. Mais aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire. Aujourd'hui, il y avait une cérémonie à l'hôpital Sainte-Victoire. Jean portait le même costume que celui qu'il avait mis pour la vente aux enchères, mais cette fois, il ne se sentait pas déplacé, il se sentait en paix. Antoine était passé le prendre ce matin-là dans sa Mercedes noire. Le trajet vers l'hôpital avait été agréable. Les 2 hommes avaient parlé de choses simples, le temps, la récolte, la famille. Antoine avait parlé de sa fille qui étudiait la médecine à l'université. Jean avait parlé de ses petits-enfants. C'était étrange comme 2 mondes si différents pouvaient trouver des points communs. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, une petite foule était déjà rassemblée dans la cour principale. Des journalistes, des médecins, des infirmières, des patients et leurs familles. Hélène Renaud était là, élégante, comme toujours, parlant avec le directeur de l'hôpital. Elle vit Jean et Antoine arriver ensemble et sourit. C'était un sourire d'approbation, de satisfaction de voir que quelque chose de bon était né de cette soirée. Jean, Hélène, appelait elle en s'approchant. « Je suis si heureuse que tu sois là. » Elle serra Jean chaleureusement dans ses bras, puis se tourna vers Antoine. « Monsieur Dubois, merci d'être venu. Et merci encore pour votre générosité
Antoine secoua la tête. « C'est le moins que je puisse faire, Madame Renaud. » Le directeur de l'hôpital, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes à monture fine et une blouse blanche, s'approcha du petit groupe. « Monsieur Jean, monsieur Dubois, dit-il avec un sourire chaleureux, vous êtes prêts? Nous allons commencer la cérémonie. » S'approchèrent d'une zone couverte d'une grande bâche blanche. Elle était placée près de l'entrée principale de l'hôpital où tout le monde pouvait la voir. Le directeur prit un micro et la foule se tut. « Bonjour à tous, commença-t-il. Aujourd'hui est un jour très spécial pour l'hôpital Sainte-Victoire. Grâce à l'extraordinaire générosité de 2 personnes, nous commencerons bientôt la construction d'une nouvelle aile pour le service d'oncologie. » Des applaudissements remplirent la cour. « Cette nouvelle structure permettra de soigner 2 fois plus de patients, continua le directeur. Elle disposera des technologies les plus modernes, de chambres plus confortables et d'espaces pour les familles. Ce sera un lieu d'espoir et de guérison. » Il se tourna vers Jean et Antoine. Et tout cela est possible grâce à monsieur Jean qui a fait don du terrain et à monsieur Antoine Dubois qui a financé la construction. D'autres applaudissements plus forts cette fois. « Mais il y a quelque chose de plus important que l'argent et le terrain, dit le directeur. Cette aile représente quelque chose de plus profond. Elle représente la gentillesse, le sacrifice et la capacité de changer. » Il fit un signe et 2 infirmières s'approchèrent de la bâche blanche. D'un mouvement coordonné, elles la retirèrent. En dessous se trouvait une plaque de bronze poli montée sur un panneau de marbre blanc. Les lettres étaient gravées profondément et remplies d'or. La plaque disait « Elle, Jean et Marie », en l'honneur de Jean, dont le sacrifice a sauvé une vie, et de Marie, dont le souvenir inspire la bonté. Avec gratitude à Antoine Dubois pour sa généreuse contribution, Jean sentit sa gorge se serrer. « Antoine !» dit l'homme d'affaires, « appelez-moi Antoine !»« Alors toi aussi, appelle-moi Jean !» répondit le vieux paysan. Les 2 hommes se serrèrent de nouveau la main, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était plus seulement du pardon. C'était le début de quelque chose de nouveau, peut être un respect mutuel, peut être même une amitié. Antoine retourna à sa table, mais il marchait différemment. Sa posture était moins arrogante, plus humble. Tout cela grâce à ces hommes. La foule applaudit encore, mais Jean ne regardait que la plaque, le nom de Marie, sa Marie. Maintenant, elle vivrait pour toujours, non seulement dans ses souvenirs, mais dans ce lieu d'espoir. Antoine s'avança et parla au micro. « Je voudrais dire quelque chose, dit-il. » Sa voix était ferme mais humble. « Il y a quelques semaines, j'ai appris une leçon importante. J'ai appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à l'argent qu'elle possède, aux voitures qu'elle conduit ou aux vêtements qu'elle porte. » Il regarda Jean. Elle se mesure au cœur, aux actions, à la gentillesse envers les autres. Il fit une pause. Jean m'a appris cela et j'espère porter cette leçon avec moi pour le reste de ma vie. Les applaudissements qui suivirent furent les plus chaleureux de la journée. Après la cérémonie, alors que la foule se dispersait, Jean et Antoine restèrent devant la plaque. « Merci Antoine, dit simplement Jean. »« Non, répondit Antoine, merci à toi Jean. Tu m'as donné quelque chose de plus précieux que l'argent. Tu m'as donné une leçon qui changera qui je suis. » Les 2 hommes restèrent là en silence, regardant la plaque qui rappellerait à tous que la vraie richesse ne se trouve pas dans le portefeuille, mais dans le cœur. Le soleil se couchait lorsque Jean retourna à sa ferme. Antoine l'avait raccompagné jusqu'à la porte, mais n'était pas entré. Il avait compris que Jean avait besoin d'un moment pour lui. Jean entra dans sa maison silencieuse. Tout était exactement comme il l'avait laissé ce matin. La table de la cuisine, le carrelage blanc, le vieux réfrigérateur dans le coin, il enleva sa veste avec soin et la suspendit. Puis il se dirigea vers le buffet et prit la photographie de Marie. Elle avait été prise de nombreuses années auparavant dans cette même cuisine. Marie souriait, de ce sourire qui avait illuminé sa vie pendant tant d'années. « Nous l'avons fait, Marie, murmura Jean à la photographie. Ton nom vivra pour toujours et aidera tant de gens. » Il tint la photo contre sa poitrine un moment, fermant les yeux. Il sentait presque la présence de Marie là avec lui, approuvant tout ce qu'il avait fait. Il remit délicatement la photo à sa place et regarda par la fenêtre. Les collines de Provence s'étendaient devant lui, dorées par la lumière du couchant. Ces collines avaient été sa vie, son travail, son monde, et il n'aurait voulu rien d'autre. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de Jean se répandit dans toute la région d'Aix et au-delà. Les journaux locaux publièrent des articles, les stations de radio en parlèrent. Non pas parce que Jean cherchait l'attention, il ne l'avait jamais cherché, mais parce que l'histoire touchait quelque chose de profond chez les gens. Antoine tint sa promesse. Il visita la ferme de Jean chaque dimanche, il apprenait à tailler les vignes, à travailler la terre, à vivre simplement. Il amenait sa fille avec lui, une jeune femme intelligente de 23 ans qui écoutait, fascinée, les histoires de Jean. « Papa a changé », dit un jour la jeune femme à Jean alors qu'ils travaillaient ensemble dans le potager. « Il est plus présent, plus gentil, plus humain », Jean sourit. « Ton père a toujours eu un bon cœur, il avait juste besoin de se souvenir où le trouver. »
Hélène Renaud vint lui rendre visite plusieurs fois. Elle apportait toujours des fleurs fraîches pour la tombe de Marie. Elle et Jean s'asseyaient pendant des heures, parlant de Thomas, de Marie, du bon vieux temps. Il y avait du réconfort dans ces souvenirs partagés. 8 mois après la cérémonie, l'aile Jean et Marie ouvrit officiellement. Elle était magnifique. Des chambres lumineuses avec de grandes fenêtres, des équipements de pointe, des espaces confortables pour les familles. Mais la plus belle chose était le sentiment d'espoir qui remplissait chaque couloir. À la cérémonie d'inauguration, Jean fut invité à couper le ruban avec le directeur. Cette fois, il ne se sentit pas nerveux. Cette fois, il savait qu'il appartenait à ce moment. Quand le ruban fut coupé et que les portes s'ouvrirent, les premiers patients entrèrent, Jean les regardait un par un. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, tous portaient la même chose dans leurs yeux, l'espoir. Une jeune mère avec une petite fille s'arrêta devant Jean. « Merci », dit-elle simplement, les yeux brillants. « Ma fille commence sa chimiothérapie, ici demain. Cet endroit nous donne de l'espoir. » Jean prit la main de la femme entre les siennes. « Soyez forte », dit-il d'une voix douce. « Cet endroit est rempli de gens merveilleux qui prendront soin de vous. » Ce soir-là, alors que Jean rentrait chez lui, il s'arrêta sur une colline qui dominait Aix en Provence. La ville brillait sous lui, des milliers de lumières dans la nuit. Quelque part là-bas se trouvaient l'aile Jean et Marie. Et à cet instant, quelqu'un recevait des soins, quelqu'un trouvait du réconfort, quelqu'un trouvait de l'espoir. Jean pensa à cette soirée à la vente aux enchères, des mois auparavant. Il pensa au rire cruel, au regard méprisant, à l'humiliation. Il pensa à quel point il aurait pu facilement partir, rentrer chez lui, tout oublier. Mais il ne l'avait pas fait. Il était resté, il avait gardé sa dignité, il avait pardonné. Et de ce choix, quelque chose de beau était né. Il arriva à la maison et s'assit sur sa terrasse avec une tasse de tisane chaude. Les étoiles brillaient au-dessus de lui, le silence des collines l'enveloppait comme une couverture, son téléphone vibra, c'était un message d'Antoine. « Merci encore pour aujourd'hui mon ami, on se voit dimanche », Jean sourit et répondit « Bien sûr, amène ta fille, je lui apprendrai à faire du pain ». Il posa son téléphone et regarda de nouveau les étoiles. « Tu vois, Marie », murmura-t-il à la nuit. Grâce à l'extraordinaire générosité de 2 personnes, nous commencerons bientôt la construction d'une nouvelle aile pour le service d'oncologie. Des applaudissements remplirent la cour. Cette nouvelle structure permettra de soigner 2 fois plus de patients, continua le directeur. Elle disposera des technologies les plus modernes, de chambres plus confortables et d'espaces pour les familles. Ce sera un lieu d'espoir et de guérison. Il se tourna vers Jean et Antoine. Il fallait juste un bon cœur et le courage de faire ce qui est juste. Et Jean avait les deux. Il regarda une dernière fois les lumières d'Aix au loin, puis entra dans la maison. Demain, il taillerait les vignes. Demain, il s'occuperait du potager. Demain, il vivrait sa vie simple comme il l'avait toujours fait. Mais maintenant, quelque part dans la ville, il y avait un bâtiment portant le nom de Marie. Et ce nom continuerait à apporter de l'espoir pour des générations. Et c'était là le véritable héritage de Jean. Pas l'argent, pas la renommée, mais l'amour et la gentillesse qui continuaient à vivre. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime et racontez-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà vu quelqu'un être sous-estimé et surprendre tout le monde par la suite ? Votre histoire pourrait inspirer des milliers de personnes.